avec la chaire Ospinomics, on est en charge dans ce projet d'essayer de documenter la dimension médico-économique. Alors, tout à l'heure, on vous a dit qu'il y a 12% des 72 études qui font de la médico-économie. Pas tout à fait, puisqu'on a relu les 8. Et en fait, dans les 8, une seule fait de la médico-économie. Donc, pour vous dire que la pauvreté du terrain sur lequel on est. Ce qu'on veut faire, c'est déjà été dit, c'est d'élaborer un guide de référence sur qu'est-ce que c'est que l'évaluation médico-économique et comment est-ce qu'on applique cette médico-économie à l'évaluation des robots sociaux, sur la base d'un constat qui est assez flagrant, c'est qu'il n'y a absolument rien dans la littérature, sauf une étude de bien faite en Australie. Il y a quelques données de cadrage, mais qui sont des données de cadrage strictement budgétaires et qui n'ont absolument rien à voir avec la médico-économie. Et je vais essayer de vous montrer ce que c'est. Donc, comme on vous l'a dit, en fait, on va essayer de faire ça en plusieurs temps. Donc, on part de la revue de littérature. Donc, on en est là, il n'y a rien. Voilà, donc, on va partir de rien. Il y a un groupe d'experts, il y a des groupes d'experts qui devront être montés pour essayer de faire élaborer un référentiel, et je vais vous montrer un petit peu là où on en est dans la préparation de ces groupes d'experts, et puis bien sûr pour ensuite arriver à l'élaboration de recommandations. Alors juste pour rappeler ce que c'est que la médico-économie, parce qu'il y a une confusion majeure sur ce terme. Dans un établissement de santé, la médico-économie, c'est le rapport entre les charges et les recettes. Nous, ce n'est pas du tout ça, notre médico-économie à nous, économistes. La médico-économie, telle que nous la définissons, c'est finalement d'avoir une balance entre des bénéfices de santé que l'on va exprimer en termes de morbimortalité et puis des ressources qui sont mobilisées. Et ce qu'on essaie de faire, c'est la balance entre les deux, en espérant que les ressources mobilisées par l'intervention viennent finalement compenser ou sont raisonnables par rapport aux bénéfices de santé qui sont obtenus. C'est une approche qui est strictement comparative et on va voir que l'aspect de comparaison est absolument essentiel lorsqu'on veut évaluer les robots sociaux et qui a pour finalité finalement de faire de l'allocation des ressources. Donc en gros, c'est pour un établissement de savoir s'il est important d'investir dans les robots sociaux par rapport à d'autres choses et pour une collectivité de savoir si à un moment donné, la question du remboursement ou de l'aide à l'achat de robots sociaux fait du sens par rapport aux autres usages possibles des ressources publiques. Alors, on ne part pas de rien sur l'élaboration de référentiels. Vous savez qu'il y a plein de sociétés savantes qui ont élaboré des référentiels d'évaluation médico-économique. Et puis, en France, on a la chance que la Haute Autorité, depuis 2012, s'est beaucoup branchée sur la médico-économique. Et donc, on a un référentiel de référence sur lequel, effectivement, on voit apparaître un certain nombre d'items qu'il nous faut renseigner. Et parmi les plus importants, quelle est la perspective choisie, quel est le comparateur, quels sont les critères, comment on mesure les bénéfices de santé, comment on mesure les coûts et comment on présente et interprète les résultats. Donc en gros, notre travail à partir de maintenant, c'est d'essayer de référencer bien sûr l'ensemble de ces items et de les adapter bien sûr au contexte des robots sociaux. Alors en fait, lorsqu'on essaie de reprendre un tout petit peu ça, on peut déjà avancer un peu sur l'approche. Le type d'évaluation médico-économique, très clairement, ça va dépendre de ce qu'on attend des robots sociaux. La question donc, de la perspective, la question des interventions à comparer et la question des critères, elle dépend fondamentalement de la finalité des robots sociaux. Et donc, il y a un très bon travail qui a été publié récemment sur pas une méta-analyse, mais une revue de la littérature et qui essaye de classer ce que l'on attend des robots sociaux. Et en gros, il y a 5 fonctions attendues des robots sociaux. C'est la colonne qui est la plus à gauche de mon tableau. Face à ces objectifs, finalement, il y a des critères et il y a des comparateurs. Et donc, en gros, on doit essayer d'embarquer ça dans l'évaluation médico-économique. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau des critères? C'est que, bien sûr, il peut y avoir des critères intermédiaires, des critères médicaux. Si on prend, par exemple, les échelles de mémoire ou de l'imagerie cérébrale, tout ça, très bien. Mais bien sûr, la plupart du temps, on retrouve des dimensions qui renvoient finalement à la question de la qualité de vie. Et donc, finalement, ce qui est important d'évaluer, in fine, probablement du point de vue du patient, c'est la qualité de vie au-delà de critères intermédiaires. Et puis, on a les comparateurs. Et les comparateurs, c'est assez simple. Dans la littérature, on en trouve de plusieurs ordres. On en trouve soit du point de vue de l'affectif, c'est en gros des vrais animaux avec des vrais poils et des vraies puces. Des peluches, c'est la même chose mais sans les puces. Et pour en est en matière d'entraînement cérébral, finalement des logiciels. Il faut bien comprendre que dans l'évaluation médico-économique, c'est bien cette dimension comparative qui va être embarquée et on va voir avec l'exemple de l'étude australienne que ceci est absolument tout à fait essentiel.
Dans notre référentiel, il va falloir aussi qu'on réinterroge, une fois qu'on aura pris le parti qu'effectivement c'est la qualité de vie qui est importante, qu'on réinterroge les outils de qualité de vie disponibles lorsque l'on parle des populations souffrant de démence. Il y a des critères. On connaît beaucoup d'outils qui mesurent la qualité de vie des patients présentant des démences, mais il faudra bien qu'ils aient été évalués dans le contexte français et il faudra bien à un moment donné que l'on puisse avoir une unité unidimensionnelle. Et puis la question qui va devoir être posée aussi, c'est est-ce que finalement la qualité de vie qui est appréciée ici et qui est une qualité de vie strictement reliée à l'état de santé est suffisante pour évaluer l'impact des robots sociaux? Est-ce qu'une perspective un peu plus large de la qualité de vie n'est-elle pas pertinente? Et là aussi, il y a des outils qui commencent à se développer, et on pense notamment aux outils de capacité qui sont développés par l'Université de Birmingham et qui trouvent là effectivement un terrain d'application tout à fait intéressant. Donc, vous voyez, on part de rien, mais en mettant des bout à bout, on peut arriver à faire une recommandation qui pourrait avoir du sens in fine et être utile pour l'évaluation des robots sociaux. Alors, je vais juste vous présenter la seule étude que l'on ait pour vous illustrer un peu ce que c'est que la médico-éco. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire dans cette étude, ce sont des Australiens qui adossent finalement une étude médico-économique à un essai clinique à 3 bras qui permet effectivement de comparer le robot Paro avec une certaine fréquence d'usage dans la population des patients présentant une démence. Un premier bras contrôle qui est le Paro désactivé, c'est-à-dire en gros le Paro ne parle plus du tout, il est juste une peluche, juste un peu plus cher qu'une peluche, mais c'est juste une peluche. Et puis globalement les soins courants uniquement. Le critère d'efficacité, c'est le score d'agitation. Donc vous voyez que c'est une des dimensions simplement de l'évaluation et qui n'embarque pas la totalité. Et puis la mesure des coûts qui est assez bien faite, c'est une étude de micro-costing, c'est-à-dire en gros on va voir dans l'établissement à la fois combien ça coûte d'installer un robot, combien ça va coûter, combien ça va permettre d'économiser en termes de, par exemple, de médicaments, de prise de médicaments pour gérer l'agitation, et éventuellement on pourrait étendre ça bien sûr à la réorganisation du travail. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont bien faites dans cette étude, et je trouve que cette étude elle est extrêmement intéressante, notamment sur la question du comparateur, la question de la manière dont c'est dessiné et la manière dont les coûts sont mesurés. Alors vous voyez, on va arriver à ce genre de choses. Donc on part d'une situation de base où la situation, bien sûr, ce sont les soins usuels avec un certain coût de mise en œuvre de la stratégie et puis un certain score d'agitation. Et puis vous voyez, on va commencer à comparer finalement par rapport à cette situation de référence les deux situations qui nous intéressent, c'est-à-dire la situation de la peluche et puis la situation du robot social. Et on va pouvoir calculer finalement une sorte de différentiel de coût sur un différentiel de résultat qui nous dit finalement qu'est-ce que je suis prêt à payer pour avoir une unité d'efficacité supplémentaire. Et vous voyez que cet arc clinique en fait montre que finalement il y a une sorte de marche assez grande entre, non pas entre le soin courant et puis la peluche, mais entre la peluche et le robot social. Vous voyez, on a quelque chose qui est dans un ordre de grandeur en termes de mesure de coût par diminution de score d'agitation qui est relativement élevé. La question qui est ici, c'est que vous allez voir que cette étude, ce chiffre-là, le chiffre que j'ai entouré qui est de 13,01, est calculé Paro versus situation de base, qui est absolument interdit dans les manuels d'économie bien faits. Et donc, effectivement, tout ça est à peu près faux si on voulait interpréter les résultats de cette étude. C'est bien fait sur le design, mais l'interprétation des résultats, il faut oublier, c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire. Juste pour vous donner, le RDCR, donc le rapport coût-efficacité de l'intervention, est absolument mal estimé. Il n'y a absolument aucune analyse de sensibilité, c'est-à-dire qu'en fait, on se base sur des résultats moyens et on se dit que la moyenne vaut, et les statisticiens de la salle savent bien que la moyenne vaut, certes, mais avec un écart type autour. Et donc, comment on interprète ça? Et de toute façon, le fait qu'on ait simplement choisi un score d'agitation pour mesurer le bénéfice clinique interdit toute comparaison avec les autres interventions à destination de ces patients, quel que soit pour l'agitation ou pour autre chose. Et donc, finalement, l'utilité pour la prise de décision est relativement limitée. Donc, cette étude, elle vous montre bien qu'il n'y en a qu'une. D'accord. Et par ailleurs, cette étude souffre de défauts méthodologiques relativement majeurs. Et si on veut avancer sur la piste de l'évaluation médico-économique des robots, il faudra aller un tout petit peu au-delà. Et c'est l'ambition que l'on a au travers de la rédaction de ce référentiel de pratique. Merci.